Merci de mettre ce sujet au cœur du débat. Rapidement pour me présenter, donc effectivement je suis Julie Grasset, j'ai fondé l'association Cœur Vide 19, qui est une association qui vise à soutenir les familles des victimes donc, de la pandémie. Donc évidemment pas que malheureusement les personnes qui ont succombé au virus, mais également les familles dont les parents, notamment je pense en EHPAD, ont pu aussi malheureusement décéder de glissement suite à l'enfermement qui a eu lieu notamment lors de la première vague. Et puis globalement aussi un soutien à tous les malades, au Covid long, aujourd'hui aussi à des parents d'enfants qui souffrent de PIMS ou de Covid long pédiatrique. Rapidement, pour resituer le sujet, de mon côté, j'ai perdu mon papa donc, de 67 ans lors de la première vague. Et pour revenir à ce que disait Anne-Caroline, cette première vague, de mon point de vue, évidemment, moi je ne suis pas experte en santé publique et je n'ai pas toute votre expertise sur le plan médical ou même juridique. Mais de mon point de vue, en tant que famille de victimes, mon recul sur ce qui s'est passé lors de la première vague, sur cette fameuse loi Kouchner 2002, la question que je me pose, c'est pourquoi, en fait, le socle de loi donc protecteur, et notamment cette loi Kouchner, qui a vu d'ailleurs le jour dans le cadre effectivement d'une épidémie de sida aussi, et donc qui visait à améliorer les droits des malades et à garantir l'accès aux soins, la dignité. Pourquoi ce socle des lois, donc ce socle des lois protecteurs qui préexistait, s'est-il en fait effondré, voire et même littéralement tombé dans le cadre de la mise en place des protocoles sanitaires lors des premières vagues? Et pourquoi, en fait, cet état d'urgence sanitaire a conduit à de vrais reculs anthropologiques à bien des égards? Dans le cadre de mon papa, il fait partie des malades qui sont décédés à domicile. Je rappelle, une des doctrines de la première vague était de laisser les malades confinés à leur domicile et de les laisser autogérer, en fait, s'auto-diagnostiquer et auto-évaluer eux-mêmes de l'évolution de la maladie. Ce qui en soi, à mon sens, est assez inédit, surtout face à un virus dont on méconnaissait encore sans doute tous les ressorts. Et cette doctrine, elle a donné lieu pour moi à une vraie rupture, puisqu'elle a finalement conditionné l'accès aux soins, c'est-à-dire la prise en charge hospitalière, à la vigilance de malades et à la vigilance aussi de médecins qui tentant de faire un suivi bon an mal an, puisqu'on le sait tous, à cette période, c'était très compliqué, pour que les malades soient pris en charge en milieu hospitalier. Et voilà, donc sur la partie, d'un point de vue juridique, voilà, je ne suis vraiment pas experte et je pense qu'en fait, je ne saurais pas dire si la loi doit être enrichie. En tout cas, de par mon expérience personnelle et l'expérience malheureuse de mon papa, ce qui m'interpelle, c'est l'arrivée de cet état d'urgence et sanitaire et la remise en question totale d'un socle de loi protecteur préexistant et qui a conduit à des reculs anthropologiques. Donc, une condition d'accès aux soins, et deux, on le sait, sur les protocoles sanitaires, des protocoles véritablement inhumains. Hein, sur les premières vagues, on le sait, les défunts sont jetés dans des housses avec de la javel, les mises en bière immédiates. Dans le cadre de mon papa, mort à domicile, il sera envoyé à la crémation 5 heures après le constat du décès. Voilà. Donc, un sentiment de panique générale, à la fois de la population, mais à la fois à la tête de l'État et des plus hautes institutions,
qui mène à un effondrement du socle de loi protecteur. Le deuxième point qui m'a alertée et qui, selon moi, mérite d'être instruit aussi dans le cadre de notre débat sur le retour d'expérience dans le cadre de notre groupe de travail, c'est la méthode de réponse quant à la gestion de la crise. Moi, j'ai été assez frappée de voir l'apparition de ce conseil scientifique qui comptait effectivement d'éminents médecins, entre autres. Mais j'ai été assez choquée, alors peut-être a posteriori, de ne pas avoir en son sein des chercheurs, des anthropologues, des sociologues. Et également, dans la gestion de la crise, qui m'a énormément choquée, c'est la non-présence de psychologues, de psychiatres, pour pouvoir aussi envisager toute la partie facteurs humains et pour pouvoir aussi accompagner au mieux à la fois les malades qui souffraient et aussi les familles qui se sont retrouvées, notamment dans les premières vagues, face à des deuils traumatiques, puisque impossible de visiter leurs proches, impossible donc de leur dire au revoir, impossible de réaliser des obsèques, et donc complètement laissés au bord du chemin et dans l'impossibilité en fait d'accéder à ce fameux parcours de deuil. Et au-delà donc de ce conseil scientifique qui moi me pose encore question, donc et sans faire de débat autour de la personnalité du président de la République, mais qui pose question quant à les membres de ce conseil et derrière le déficit, à mon sens, de prise en considération de la dimension aussi psychologique et de tout l'aspect facteurs humains liés à une gestion de crise. Derrière tout ça aussi, ce qui me choque, c'est que j'ai le sentiment qu'en tant que citoyenne, des instances et des institutions de notre démocratie, de notre République, telles que le Parlement et le Sénat, n'ont finalement pas vraiment joué leur rôle finalement de régulateur. Et la question que je me suis souvent posée, c'est quel a été l'organe de contrôle dans le cadre des prises de décision qui ont eu lieu au sein de ce conseil scientifique, où on le sait aujourd'hui, encore une fois, sans faire de polémique, et on a pu avoir un certain nombre de participants à ces conseils qui émanaient donc de grands cabinets de conseil qui n'étaient pas forcément des spécialistes des questions de santé publique. Et donc, à un moment donné, voilà, cette question de se dire, en termes de méthode, et si on est effectivement encore dans une démocratie, à quel moment les décisions qui sont prises sont aussi régulées, monitorées par un organe de contrôle, et donc le Parlement et le Sénat, hein, notre système bicaméral, à mon sens, est là pour ça. Et voilà, il me semble qu'à ce niveau-là, il y a eu un loupé, et ce qui a conduit par ailleurs, en termes de méthode, à une confusion, en fait, et à l'incapacité aussi pour les citoyens, dans un premier temps, à adhérer aux réponses, au plan de réponse à la crise, les confinements, les modalités de protection. Et ça, de mon côté, au-delà de mon, entre guillemets, statut de famille de victime, ça m'interpelle notamment pour l'avenir, parce que je pense que une réponse à la crise, une politique de santé publique ne peut pas être menée sans un débat démocratique, donc avec les parlementaires, et sans une nécessaire aussi explication, sans un effort de pédagogie aussi auprès de la population. On le voit encore aujourd'hui, on a trop souvent encore, on entend que voilà, la Covid c'était rien, qu'au-delà des débats anti-vax ou autres, les gens n'ont pas compris ce qui se passait, ne sont pas saisis aussi de l'ampleur, de la gravité de la situation. Donc ça, c'est un point sur la méthode en termes de gestion de crise d'un point de vue peut-être très haut niveau. Et d'un point de vue aussi donc retentissement pour les victimes et leurs familles,
c'est derrière une gestion de la mortalité qui a été angoissante et qui n'a pas aussi été accompagnée de manière éthique et sur un plan moral, puisque hormis des statistiques mortifères, moi je l'appelle souvent des crashs d'A320, on a totalement occulté la vie qu'il y avait derrière, les vies de nos concitoyens. Et je crois qu'aujourd'hui, cette crise marquera aussi une rupture, à mon sens, sur la vision de notre société et c'est mon troisième point, sur la vision en fait de la citoyenneté et comment on reste citoyen jusqu'aux confins de sa vie. Ce qui me semble assez dramatique dans le retour d'expérience dans la gestion de cette crise, c'est que petit à petit, avec les différents protocoles, avec cette confusion autour du plan de réponse, avec ce déficit de pédagogie, avec le déficit de prévention, avec les erreurs aussi qui n'ont pas été, je pense, assumées et suffisamment et les décisions suffisamment expliquées, c'est dessiner au fur et à mesure ce que j'ai appelé moi une citoyenneté à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on a finalement tous été confrontés à la validation, et vous en parliez Anne-Caroline, sans révolte, par exemple, de mesures d'enfermement et de restrictions, en matière de droits fondamentaux du citoyen. Le premier, c'est effectivement l'enfermement de nos aînés dans les EHPAD. C'est également la rupture anthropologique avec la suppression des obsèques. Et petit à petit, au fil des vagues, cette citoyenneté à géométrie variable, et moi derrière, quand je parle de citoyenneté à géométrie variable, je mets derrière en fait la condition d'accès à certains droits ou non. Et en matière de démocratie et de démocratie en santé, petit à petit, on s'est rendu compte en fait qu'on avait un accès assez inégalitaire à la santé, notamment donc l'accès aux soins et dès la première vague, et typiquement les morts à domicile en sont la preuve, puisqu'il fallait s'auto-diagnostiquer. Et tout le monde a trouvé ça finalement assez normal que pour éviter le collapse de l'hôpital, on allait donc sacrifier sur l'autel du quoi qu'il en coûte la vie de milliers de nos concitoyens. Et comme au début, il s'agissait de vieux, hein, comme on a coutume de l'entendre, c'est dessiné aussi là une espèce de forme de validisme. Bon, ça n'était pas grave. Et puis après, il y a eu effectivement le défaut de protection, l'enfermement des EHPAD. Et puis aujourd'hui, on est arrivé avec donc, l'arrivée des vaccins, et je ne rentre pas dans le débat vax-anti-vax, qui pour moi est aussi lié, encore une fois, je pense, à un déficit de prise en considération des dangers de ce virus et qui est lié à un vrai déficit pour moi de mise en œuvre d'une vraie politique sanitaire et d'une vraie politique de santé publique. Aujourd'hui, on en arrive à un où le curseur du gouvernement pour mettre en place sa gestion de crise, pour adapter son plan de réponse, c'est la vulnérabilité. Et aujourd'hui, on considère donc tous normal que depuis le 14 mars, nos concitoyens dits vulnérables, dits fragiles, dits immunodéprimés, doivent donc se débrouiller et autogérer eux-mêmes leurs moyens de protection, doivent faire en sorte de se protéger de leur côté de la Covid-19. Et c'est là pour moi où il y a une vraie rupture au sens de la vision qu'est, à mon sens, la démocratie et la santé publique, c'est qu'on commence à considérer aujourd'hui que nous sommes tous, chacun dans des cases, et que nous allons avoir entre guillemets, un accès à nos droits subordonné à un statut selon le moment de la crise. Et c'est là où je trouve que ça devient dangereux, puisque quand
plus personne ne se sent réellement concerné quand le corps social n'est pas capable de faire corps, excusez-moi de la redondance. C'est là où on peut aussi arriver à des travers, à des reculs anthropologiques et aussi à des ruptures en termes d'éthique. Et je pense qu'aujourd'hui, cette crise, elle interroge évidemment la démocratie et la loi Kouchner, la démocratie en santé et ce que l'on souhaite avoir chacun d'entre nous en tant que citoyen, comment on souhaite concevoir la santé publique et ce que l'on attend aussi et comment aussi nous on se positionne pour aider nos soignants, nos hôpitaux à continuer à pouvoir faire conduire leur mission. Mais le point le plus important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'émergence de cette citoyenneté à géométrie variable qui est dangereuse, puisqu'aujourd'hui, on va subordonner le niveau de protection à des facteurs, vulnérabilité, âge, situation géographique aussi, on le sait. Et c'est là où, voilà, en termes de, si vous voulez, en tant que citoyenne aujourd'hui, et avant tout en tant que citoyenne et pas seulement en tant que famille de victimes, je pense qu'il est nécessaire de se reposer les bonnes questions, de nous interroger sur effectivement le contenu de cette loi Kouchner et des avancées qu'elle nous a permis d'obtenir, mais surtout de s'interroger sur ce qui s'est passé pendant cette crise et de manière à ce que si jamais les choses se reproduisent, nous soyons sûrs que nos droits fondamentaux en tant que citoyens, et notamment la préservation de sa dignité, le nécessaire accès aux soins, à une vie sociale, à une vie familiale, que ces éléments-là soient garantis, quelle que soit la situation, avec évidemment des éléments de protection en fonction de la nature de risque. Mais je crois que cette crise aura eu le mérite aussi, si les citoyens souhaitent s'en emparer, de repenser aussi tous ensemble notre vision commune de ce qu'est la santé publique et de ce qu'en tant que citoyen, on est en droit d'attendre de la part de l'État protecteur, et donc je reviens au socle de loi, ce que l'on est en droit d'attendre pour être sûr que nous serons bien traités jusqu'à la fin de notre vie. Et en tant que famille de victimes, pour être sûr aussi de donner l'opportunité à ceux qui nous survivent de pouvoir le faire. Je crois que le drame des familles de la première vague dont je fais partie, c'est que ne sachant pas ce qui est arrivé à nos proches, ne les ayant pas vus, n'ayant pas pu leur donner n'ayant pas pu leur rendre un dernier hommage, nous sommes aujourd'hui dans la possibilité de leur survivre. Et nous sommes aujourd'hui rendus totalement invisibles. Nos morts ne sont que des statistiques et nous n'existons même pas à côté d'eux. Et ce qui aussi, d'un point de vue éthique et d'un point de vue démocratique, pose un réel sujet de comment accompagner aussi ce fameux retour à la vie normale aussi pour celles et ceux qui auront été particulièrement touchés par la crise. Voilà, je ne sais pas si je vous ai... Merci beaucoup, Madame Grasset, pour votre intervention qui était très claire et très bien structurée et très intéressante. Mais je me posais une question, vous parliez d'invisibilité là à l'instant. Du coup, là, dans le cadre de l'association que vous avez fondée ou cofondée, je ne sais plus. Là, de quelle façon est-ce que comment dire, vous comptez poursuivre votre combat et essayer de faire entendre la voix de toutes ces familles avec lesquelles vous êtes en lien? De quelle manière vous comptez vous engager? Alors aujourd'hui,
Donc, je travaille également avec Sabrina Selami, qui participe aussi à différents groupes de travail, et également avec Lionel Petitpas, qui est également président d'une association de familles de victimes. Aujourd'hui, nous sommes donc 2 associations à porter une demande en fait d'hommage national. Et quand on parle d'hommage national, nous, ce que l'on souhaite dans le cadre de cet hommage, c'est aussi nous donner la possibilité à toutes et tous de refaire nation. Parce que je crois qu'aussi un des sujets de cette pandémie, c'est que nous avons oublié que nous étions une nation. Et l'enjeu de cet hommage, c'est de pouvoir rendre effectivement restaurer la dignité de nos proches, hein, qui, je le rappelle, a été vraiment entachée par la brutalité des protocoles. Et puis permettre aussi aux familles peut-être de se réparer et de pouvoir peut-être enfin accéder à ce parcours de deuil. Ça, c'est effectivement le premier point. Et donc, pour ce faire, dès les débuts, nous avons mis en place des pétitions, nous avons sollicité donc les pouvoirs publics, le gouvernement, le président de la République, la Première Dame, donc des lettres, etc., etc. Nous avons rencontré un conseiller santé de M. Castex et du président juste avant les élections. Aujourd'hui, la réponse qui nous est faite sur l'hommage, et ce qui pose aussi d'ailleurs vraiment question sur la vision de notre démocratie, la réponse qui est faite, c'est, et je pense que le gouvernement a toute conscience finalement des dérapages et des débordements suite à la mise en place de ces protocoles drastiques. La réponse qui nous est faite, c'est de dire aujourd'hui, l'hommage ne fait pas sens puisqu'il il viendrait réinterroger une gestion de crise que le gouvernement ne souhaite pas mettre au cœur du débat. Et donc, pour le moment, malgré nos lettres, nos témoignages, nos prises de parole également dans les médias, nos prises aussi de position avec d'autres collectifs, notamment le collectif Tenir ta main, le collectif du CPAE pour les personnes en EHPAD, nous ne parvenons pas à porter la voix des victimes et des familles. Mais nous continuons avec Sabrina et fort de la première rencontre avec la conseillère santé de M. Macron, nous allons laisser passer encore quelques jours et retenter une énième approche pour obtenir ce temps d'hommage qui se matérialiserait simplement par un temps de recueillement. On n'est pas là pour mettre des monuments aux morts, ça ne ferait pas sens, ça heurterait la sensibilité des familles. Et voilà, notre objectif premier, c'est de faire nation, c'est de restaurer la dignité et l'honneur de nos proches. Et aussi, je pense, quelque part, donner à voir peut-être ce que la plupart de nos concitoyens n'ont pas envie de voir, mais l'envers du décor de ces protocoles sanitaires et notamment l'envers du décor sur la partie éthique et morale vis-à-vis de la dignité de nos défunts. Bonjour Julie. Bonjour. Merci de ce qu'elle fait. Elle sait à quel point on est à ses côtés, à côté des associations, à quel point aussi elle nous enrichit par cet engagement. Et je pense que la démocratie en santé, c'est aussi comment on arrive à développer ces dynamiques qui nous associent par rapport à une cause qu'on comprend mieux à travers l'expérience partagée dans les différents groupes et partagée aussi parce que des personnalités comme Julie ont la force de porter cette inquiétude et d'une certaine manière ce besoin de mobilisation de la société alors que d'autres n'ont même plus cette force. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Je vais donc assurer que dans notre événement du 3 juin, bien sûr qu'on l'associera. Lui dire aussi, ça fait l'objet de mon prochain livre, vous verrez que ces questions de la démocratie dans la pandémie sont des questions fondamentales qui n'ont pas été assez abordées. Et j'en ai mieux pris conscience précisément en vous écoutant et en partageant avec vous. Voilà, pour nous, c'est des questions centrales. Il faut voir de quelle manière, dans cette refonte de la démocratie en santé, et votre intervention de ce point de vue-là est importante, on va trouver dans l'expérience de la pandémie, une fois qu'on aura surmonté les critiques, et bon, il y a les critiques
éthique, on peut faire un inventaire général des propositions assez concrètes. Et nous, on est parti effectivement de cette observation qu'il y avait toute une richesse qu'on aurait pu, j'allais dire, prendre en compte, mobiliser. Donc maintenant, l'intéressant, c'est que dans la perspective des 3 juin, on organisera, j'imagine, de petits groupes transversales qu'on avait mis en place, une réunion aussi spécifique, mais qu'on vienne avec des propositions, puisque je rappelle que l'idée de l'espace éthique, avec les équipes et tous les réseaux qu'on a mis en place, c'est de proposer, dans le 3 juin, une plateforme de suggestion d'évolution de la loi du 4 mars 2002, dont on estime que le Parlement, une fois qu'il sera composé, constitué, devra se saisir de la même manière qu'il y a eu des révisions des lois de bioéthique. Il faut qu'il y ait une révision de la loi sur les droits des malades et pas uniquement dans le domaine de la fin de vie. Voilà, donc un immense merci. Je faisais juste la jonction